Le silence dans le palais de justice de Paris était assourdissant. Romain Duval était assis sur le banc des accusés, les mains tremblantes entrelacées sur la table en bois sombre, le visage aussi pâle que le papier qui contenait sa sentence imminente. À 38 ans, ce comptable qui avait toujours mené une vie honnête et réglée voyait son monde s'effondrer face à des accusations qu'il n'aurait jamais imaginé affronter. Détournement de 15 millions d'euros. Les mots résonnaient dans son esprit comme un cauchemar sans fin. Le procureur, maître Antoine Moreau, un homme au costume impeccable et à la posture arrogante, arpentait le centre de la salle d'audience avec la confiance de celui qui connaissait déjà l'issue de ce procès. Il gesticulait, pointant du doigt les écrans qui affichaient des registres numériques, des identifiants, des mots de passe, des transactions bancaires. Tout semblait accuser Romain. Chaque preuve était comme une pierre posée sur sa poitrine, l'empêchant de respirer. L'avocate de la défense, maître Camille Dubois, une femme de 40 ans, aux yeux fatigués de tant de luttes pour des causes perdues, feuilletait les documents pour la 100e fois ce matin-là. Elle soupirait doucement, sachant que ses arguments étaient épuisés. Les preuves numériques étaient accablantes. Il n'y avait plus rien à faire. Elle regarda Romain avec compassion, mais aussi avec la résignation de celle qui avait déjà vu ce film se terminer de nombreuses fois, toujours de la même manière. En haut de la salle, dans son fauteuil roulant spécialement adapté derrière l'estrade, se trouvait le juge Henri Lambert. À 52 ans, avec des cheveux grisonnants parfaitement coiffés et un regard qui semblait capable de transpercer les âmes, il était connu pour sa sévérité et son impartialité implacable. 5 ans plus tôt, un accident de voiture l'avait laissé paralysé des jambes, changeant non seulement son corps, mais aussi sa perspective sur la vie. Certains disaient qu'il était devenu plus dur, plus cynique, moins enclin à croire aux secondes chances ou aux explications qui s'écartaient de la froideur des faits documentés. Le procureur concluait son réquisitoire avec la pompe d'un acteur sur la scène principale. 15 millions d'euros détournés de l'entreprise Duval et Associés Comptabilité, où Romain travaillait depuis 12 ans. Les identifiants étaient les siens, les mots de passe étaient les siens. Les transactions avaient été effectuées depuis son ordinateur à son bureau. Il n'y avait aucun moyen de le nier. La défense avait tenté de faire valoir que quelqu'un aurait pu accéder à ces identifiants, mais sans preuve concrète, ce n'était qu'une spéculation désespérée. Le juge Henri Lambert ajusta ses lunettes et se préparait à rendre son verdict quand une voix d'enfant résonna dans le tribunal. Elle était aiguë, déterminée, et coupa l'air lourd comme un couteau. Isabelle Duval avait 10 ans, des cheveux bruns attachés en 2 tresses, de grands yeux expressifs qui brillaient d'un mélange de peur et de détermination. Elle portait une simple robe bleue que sa mère avait repassée avec soin ce matin-là, espérant que la fillette n'aurait pas à voir son père être condamné. Mais Isabelle n'avait pas supporté de rester assise plus longtemps dans les galeries, à tout observer en silence. Elle se leva et commença à marcher vers l'avant du tribunal. « Je dois parler !» cria-t-elle, sa voix résonnant contre les murs lambrissés de bois noble. L'huissier de justice tenta de l'arrêter, mais la fillette fut plus rapide, l'esquivant avec l'agilité que seul un enfant désespéré possède. Des rires nerveux commencèrent à fuser dans le public. Certains pensaient que c'était une scène pathétique, une dernière tentative dramatique d'un homme coupable utilisant sa propre fille comme bouclier émotionnel. « Silence, silence dans la cour !» dit le juge Lambert en frappant de son marteau avec force. « Petite, retournez à votre place. Ce n'est pas un lieu pour que les enfants interviennent. » Isabelle ne s'arrêta pas. Elle continua à marcher jusqu'à se retrouver juste devant l'estrade du juge, levant les yeux pour croiser les siens. Les rires s'intensifièrent, mais elle les ignora complètement. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans son regard, qui fit hésiter le juge Lambert avant d'appeler à nouveau l'huissier. « Mon père est innocent, » dit Isabelle, sa voix tremblante mais ferme, « et je peux le prouver. » Le procureur, maître Antoine Moreau, laissa échapper un rire sarcastique. « Votre honneur, c'est un manque de respect envers ce tribunal. Je demande que l'enfant soit immédiatement retiré. Nous ne pouvons permettre ce genre de cirque dans un procès sérieux. » Maître Dubois se leva, tentant de protéger la fillette. « Isabelle ne devrait pas être ici, » dit-elle en jetant un regard inquiet à l'enfant. Mais il y avait aussi une lueur de curiosité dans ses yeux. Que pouvait bien savoir Isabelle qu'elle-même ignorait?
Le juge Lambert observa attentivement la fillette. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait. Peut-être était-ce le courage pur d'affronter un tribunal rempli d'adultes. Peut-être était-ce la façon dont elle le regardait, non pas avec peur, mais avec un espoir presque féroce. Il aurait dû la renvoyer, c'était le protocole. Mais quelque chose le fit hésiter. Isabelle profita du moment de silence. « Monsieur le juge, dit-elle, sa voix gagnant en force, je sais que vous êtes dans un fauteuil roulant, je sais que vous ne pouvez pas marcher, mais je vous fais une promesse. Si vous libérez mon père, si vous écoutez ce que j'ai à dire et que vous réalisez qu'il est innocent, je vous ferai remarcher. » Le tribunal éclata de rire. C'était absurde, c'était ridicule, c'était la déclaration la plus naïve que l'un de ces avocats expérimentés ait jamais entendue. Le procureur, maître Moreau, riait ouvertement s'appuyant sur la table. Même certains des jurés ne pouvaient contenir leur sourire nerveux. Le juge Lambert, cependant, ne rit pas. Son visage resta impassible, mais quelque chose changea dans ses yeux. Il y avait là une douleur ancienne, une blessure qui ne s'était jamais complètement refermée. La fillette avait touché quelque chose de profond, même sans le savoir. Il regarda Isabelle, l'étudiant attentivement, et vit qu'elle ne plaisantait pas. Elle croyait en ce qu'elle disait de chaque fibre de son être. « Petite, dit-il d'une voix grave, tu ne sais pas ce que tu dis. Je suis dans ce fauteuil depuis 5 ans. Des médecins, des kinésithérapeutes, des spécialistes du monde entier m'ont examiné. Il n'y a pas de remède à mon état. » Isabelle ne flancha pas. « Je sais, monsieur, mais je sais aussi que mon père n'a pas volé cet argent. Et si vous me donnez une chance, juste une chance de montrer la vérité, quelque chose va changer. Je le sens. » Le procureur maître Moreau s'avança. « Votre honneur, cela dépasse toutes les bornes. L'enfant est clairement manipulé ou en état de désespoir. Nous ne pouvons pas perdre de temps avec des fantaisies infantiles. Les preuves contre l'accusé sont irréfutables. » Le juge Lambert leva la main, faisant taire le procureur. Il continua de regarder Isabelle, et pendant un instant tout le tribunal sembla disparaître. Il n'y avait plus que lui et cette fillette, 2 êtres humains connectés par un fil invisible d'espoir et de désespoir. « 30 secondes, dit enfin le juge Lambert, sa voix résonnant dans le silence soudain. Vous avez 30 secondes pour me dire ce que vous pensez savoir. Si ce n'est pas pertinent, vous serez retiré et je rendrai ma sentence. » Isabelle prit une profonde inspiration. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. C'était maintenant ou jamais. « La nuit du 15 mars, dit-elle, sa voix claire et décidée. Quand les ordinateurs montrent que mon père faisait ses transferts d'argent, il n'était pas au bureau. Il était avec moi à l'hôpital Saint-Louis, au service de pédiatrie. J'ai eu une crise et j'ai eu besoin de soins d'urgence. Mon père est resté avec moi toute la nuit. Il n'a jamais quitté mon chevet. » Le silence qui suivit fut différent. Ce n'était plus un silence de moquerie ou d'amusement. C'était un silence de choc authentique. Maître Dubois saisit frénétiquement ses papiers, cherchant quelque chose qu'elle savait ne pas y être. Le procureur maître Moreau fronça les sourcils clairement surpris. Le juge Lambert se pencha en avant dans son fauteuil roulant. « Cela ne figure pas au dossier, dit-il lentement. « Je sais, répondit Isabelle, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Personne n'a demandé. Personne n'a voulu savoir où était mon père cette nuit-là. Ils ont seulement regardé les ordinateurs et ont décidé qu'il était coupable. » Le juge Lambert regarda les papiers devant lui, puis il regarda Romain, qui était maintenant debout, des larmes coulant sur son visage. C'était vrai. Chaque mot que sa fille avait prononcé était vrai. Et personne, absolument personne, n'avait enquêté sur ses allées et venues cette nuit-là. « L'audience est suspendue, » annonça le juge Lambert en frappant de son marteau avec force. « Je veux les dossiers complets de l'hôpital Saint-Louis pour la nuit du 15 mars, spécifiquement du service de pédiatrie, sur mon bureau dans 2 heures. Huissier, ne laissez personne quitter ce tribunal jusqu'à mon retour. » Le tribunal explosa en murmures confus. Isabelle resta où elle était, regardant le juge manœuvrer son fauteuil roulant pour sortir de la salle. Pendant un bref instant, avant de franchir la porte menant à son cabinet, le juge Lambert se retourna et ses yeux rencontrèrent ceux d'Isabelle. Il y avait quelque chose de différent en eux maintenant, une étincelle qui n'existait pas auparavant. Les 2 heures qui suivirent parurent une éternité. Romain était assis à côté de maître Dubois, qui examinait maintenant frénétiquement
tous les documents de l'affaire, cherchant à comprendre comment quelque chose d'aussi fondamental avait pu être ignoré. Isabelle était assise sur les genoux de son père, enlacée à lui, sentant son cœur battre à tout rompre contre son oreille. Le tribunal était resté dans une attente tendue, le public murmurant des spéculations et le procureur Maître Moreau passant des appels urgents sur son portable, le visage de plus en plus inquiet. Dans son cabinet, le juge Henri Lambert était seul avec ses pensées et une tasse de café qui refroidissait sur la table. Il regardait par la fenêtre qui donnait sur l'avenue des Champs-Élysées, observant le mouvement incessant de la ville de Paris. Des voitures passaient, des gens couraient à leur rendez-vous, la vie suivait son cours normal, tandis qu'à l'intérieur de ce tribunal, une vérité commençait à émerger des ombres. Il pensait à la fillette, Isabelle. Il y avait quelque chose en elle qui avait touché une partie de lui qu'il pensait morte depuis longtemps. Peut-être était-ce l'innocence pure de sa foi, ou peut-être le courage d'affronter seul un système entier. Mais ce qui le troublait vraiment, c'était la promesse qu'elle avait faite, le faire remarcher. C'était impossible. Il le savait. Les médecins avaient été clairs. La lésion de la colonne vertébrale était irréversible. Et pourtant, pour la première fois en 5 ans, il se permit de ressentir quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. L'accident. Il y pensait rarement en détail, c'était trop douloureux. Mais maintenant, en attendant les documents de l'hôpital, les souvenirs revenaient en force. Il enquêtait sur une grande affaire de corruption impliquant des détournements de fonds publics et du blanchiment d'argent. Il avait recueilli des preuves pendant des mois. Il était sur le point de démasquer tout un réseau de politiciens et d'hommes d'affaires corrompus. Et puis, une nuit pluvieuse en rentrant chez lui, sa voiture avait été percutée par un camion sorti de nulle part. Les autorités avaient dit que c'était un accident, que le chauffeur du camion avait perdu le contrôle. Mais le juge Lambert avait toujours su la vérité. Ce n'était pas un accident. Un coup à la porte le ramena au présent. « Entrez », dit-il en se redressant dans son fauteuil. Un huissier entra portant un épais dossier. « Les documents de l'hôpital Saint-Louis, votre honneur, le dossier complet de la nuit du 15 mars. » Le juge Lambert prit le dossier avec des mains qui tremblaient légèrement. « Merci. Vous pouvez disposer. » Il ouvrit le dossier et commença à lire. Page après page, ses sourcils se haussèrent de plus en plus. C'était là. Entrée d'Isabelle Duval, 10 ans, à 19h42, accompagnée de son père, Romain Duval. Diagnostic. Crise respiratoire aiguë. Séjour. Jusqu'à 6h15 le lendemain matin. Et les transferts frauduleux avaient eu lieu entre 21h et 2h du matin. Romain Duval ne pouvait pas être à 2 endroits en même temps. Il lut plus loin et trouva une note d'une infirmière. Non, Martine Olivier. La note disait « Le père est resté au chevet de l'enfant toute la nuit, très inquiet et attentionné, n'a pas quitté la chambre même pour manger. » Le juge Lambert ferma les yeux et respira profondément. C'était un alibi parfait, irréfutable, et il ne figurait pas dans le dossier de l'affaire. Comment était-ce possible? Il prit son téléphone et appela son assistant. « J'ai besoin que vous découvriez qui était l'enquêteur responsable de cette affaire. Je veux savoir si l'hôpital Saint-Louis a été consulté lors de l'enquête initiale. » 20 minutes plus tard, la réponse arriva. L'hôpital n'avait jamais été consulté. L'enquête s'était concentrée exclusivement sur les preuves numériques. Lorsque les identifiants et les mots de passe avaient correspondu à Romain Duval, l'enquête avait été considérée comme terminée. Le juge Lambert sentit la colère lui monter à la gorge. Enquête paresseuse. Ou pire, délibérément incomplète. Il regarda à nouveau le nom de l'infirmière. Martine Olivier. Il devait l'entendre personnellement. Il reprit le téléphone. « Je veux que l'infirmière Martine Olivier de l'hôpital Saint-Louis soit convoquée pour témoigner aujourd'hui même. C'est urgent. » En attendant, le juge Lambert commença à relire tout le dossier avec un regard neuf. Quelque chose n'allait pas. Les preuves numériques étaient trop belles, trop bien organisées. Toute personne ayant un minimum d'expérience en matière de criminalité financière saurait qu'il fallait enquêter au-delà des simples identifiants et mots de passe. Ces choses pouvaient être volées, clonées, manipulées. Pourquoi l'enquête s'était-elle arrêtée si rapidement? Et puis quelque chose se débloqua dans son esprit. L'entreprise où travaillait Romain Duval et associé comptabilité.
Il sortit ses vieux dossiers, ceux liés à l'affaire de corruption sur laquelle il enquêtait avant l'accident. Ses doigts tremblèrent en trouvant ce qu'il cherchait. L'une des entreprises impliquées dans le blanchiment d'argent sur lequel il enquêtait était cliente de Duval et Associés, une grande entreprise de construction nommée de Courcy Ingénierie, dont le PDG était Fernand de Courcy, un homme aux profondes connexions politiques. Le cœur du juge Lambert s'accéléra. Se pourrait-il? Était-il possible que Romain ait aussi découvert quelque chose? Qu'il soit lui aussi une victime et non un criminel? Il appuya sur l'interphone. « J'ai besoin de tous les registres financiers de Courcy Ingénierie des 3 dernières années, et je veux savoir si Romain Duval était le comptable responsable de ce compte. » La réponse vint plus vite qu'il ne l'avait espéré. « Oui, votre honneur, Romain Duval était le comptable principal assigné au compte de Courcy Ingénierie. » Le juge Lambert sentit quelque chose d'étrange se produire. Un fourmillement parcourut sa jambe droite. C'était si subtil qu'il faillit ne pas le remarquer, mais c'était là. Il regarda ses jambes, immobiles comme toujours, mais le fourmillement persistait. Ce n'était pas douloureux, c'était presque comme si quelque chose se réveillait après un long sommeil. Il essaya de bouger le gros orteil de son pied droit. Rien. Il essaya de nouveau, concentrant toute sa force mentale sur ce muscle spécifique. Et alors, à son choc et à sa terreur absolue, l'orteil bougea. C'était un mouvement minuscule, presque imperceptible, mais il était réel. Le juge Lambert regarda son pied comme s'il voyait un fantôme. Il essaya de nouveau. L'orteil bougea encore. Ses mains se crispèrent sur la table. Que se passait-il? C'était impossible. Les médecins avaient dit que c'était impossible. Et pourtant, c'était là, un mouvement réel dans un membre qui était mort depuis 5 ans. Il voulait crier, appeler quelqu'un, mais quelque chose l'en empêcha. La promesse d'Isabelle résonna dans son esprit. « Je vous ferai remarcher. » Il prit plusieurs profondes inspirations, essayant de se calmer. Il ne pouvait pas se laisser emporter par de folles espérances. C'était peut-être juste un spasme, un réflexe nerveux sans signification. Mais au fond de lui, il savait que c'était plus que ça. Quelque chose avait changé quand il avait décidé de vraiment chercher la vérité, quand il avait décidé de ne pas accepter la version facile des faits. Un nouveau coup à la porte le ramena à la réalité. L'infirmière Martine Olivier était là, une femme d'une 40aine d'années, les cheveux attachés en chignon et un visage fatigué mais doux. Le juge Lambert l'invita à entrer et elle s'assit sur la chaise devant son bureau. « Merci d'être venu si rapidement, » dit-il. « J'ai besoin que vous me parliez de la nuit du 15 mars, la petite Isabelle Duval et son père Romain. » Martine acquiesça, ses mains nerveuses sur ses genoux. « Je me souviens bien de cette nuit, monsieur le juge. La fillette est arrivée avec une grave crise respiratoire. Le père était désespéré. Nous sommes restés avec elle jusqu'à ce qu'elle soit stabilisée, puis nous l'avons gardée en observation jusqu'au lendemain matin. Monsieur Duval n'a pas quitté son chevet une seule minute. Je l'ai noté dans le dossier parce que j'ai trouvé ça touchant. La plupart des parents finissent par somnoler ou sortir prendre un café, mais il est resté éveillé toute la nuit, lui tenant la main. « Et vous êtes certaine qu'il n'a quitté la chambre à aucun moment ?» demanda le juge Lambert. « Absolument, » répondit fermement Martine. « J'étais de garde cette nuit-là et je suis passé plusieurs fois dans la chambre pour vérifier les signes vitaux de la fillette. Il était toujours là. Il a même refusé la nourriture que nous lui avons proposée. » Le juge Lambert fit une pause avant de poser la question suivante. « Madame Olivier, la police vous a-t-elle contacté pendant l'enquête initiale ?»« Oui, monsieur, » répondit-elle, et quelque chose changea dans son expression. « Un inspecteur est venu à l'hôpital quelques semaines plus tard. Je lui ai raconté exactement ce que je viens de vous raconter. Il a tout noté et a dit que ce serait inclus dans le rapport. Et ce qui s'était passé ensuite, le juge Lambert connaissait déjà la réponse, mais il avait besoin de l'entendre de sa bouche. « Rien, monsieur. Je n'ai plus jamais entendu parler de l'affaire jusqu'à ce que je reçoive la convocation aujourd'hui. » Martine semblait confuse. « J'ai trouvé ça étrange à l'époque, mais j'ai pensé que peut-être mon témoignage n'était pas pertinent. » Le juge Lambert sentit la colère monter à nouveau, mais il garda son sang-froid. « Merci, madame. Olivier, votre présence sera requise au tribunal aujourd'hui. Veuillez attendre à l'extérieur. » Quand elle sortit, le juge Lambert resta seul avec ses conclusions.
Son témoignage avait été délibérément supprimé. Quelqu'un voulait que Romain Duval soit condamné, peu importe la vérité. Et si sa théorie était correcte, Romain n'était qu'une victime de plus dans une conspiration bien plus vaste. Le juge Henri Lambert retourna au tribunal 2 heures plus tard, mais c'était un homme différent. Non seulement à cause du fourmillement persistant dans ses jambes, qui s'étendait maintenant jusqu'à ses genoux, mais aussi à cause de la certitude croissante qu'il était face à quelque chose de bien plus grand qu'une simple affaire de détournement de fonds. Il avait passé les dernières minutes dans son cabinet à essayer de bouger à nouveau les orteils, et à son grand étonnement, il y était parvenu. De petits mouvements, presque imperceptibles, mais réels. Chaque fois qu'une pièce de la vérité se mettait en place, son corps semblait répondre. Quand il entra dans la salle d'audience, tout le monde se leva. Isabelle, qui était assise à côté de son père, le regarda avec ses grands yeux remplis d'espoir. Le juge Lambert évita son regard, n'étant pas encore prêt à traiter ce qui arrivait à son corps. Il devait se concentrer sur l'affaire, sur la justice qui devait être rendue. « L'audience reprend », annonça-t-il en frappant de son marteau. « Je convoque à la barre l'infirmière Martine Olivier. » Martine entra dans le tribunal d'un pas hésitant, visiblement nerveuse. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, elle témoignerait dans un tribunal. Après avoir prêté serment, elle prit place à la barre des témoins. Le juge Lambert mena l'interrogatoire avec une précision chirurgicale, lui faisant répéter chaque détail de cette nuit du 15 mars. Chacun de ces mots était un coup de massue porté à l'accusation contre Romain. Le procureur maître Antoine Moreau était visiblement agité. Il se leva pour le contre-interrogatoire, mais ses questions sonnaient faibles, désespérées. « Infirmière, est-il possible que M. Duval ait quitté la chambre à un moment donné sans que vous ne vous en soyez aperçu ?» Martine fut ferme. « Non, monsieur. J'étais de garde cette nuit-là, et notre service ne compte que 12 chambres. Je passais toutes les 30 minutes pour vérifier tous les patients. M. Duval était toujours là. Mais il aurait certainement pu utiliser un ordinateur portable ou un téléphone pour effectuer les transferts depuis l'hôpital même, insista le procureur. Le juge Lambert intervint. Procureur, les registres montrent que les transferts ont été effectués depuis l'ordinateur physique du bureau de l'accusé en utilisant une reconnaissance biométrique par empreinte digitale. Impossible à reproduire à distance. Le procureur pâlit. Votre honneur, je demande une suspension pour réévaluer les preuves à la lumière de cette nouvelle information. Refusé, répondit fermement le juge Lambert. Mais j'ai quelques questions à poser au procureur. Maître Moreau, pourquoi l'hôpital Saint-Louis n'a-t-il pas été consulté? Lors de l'enquête initiale? Le procureur hésita. Votre honneur, l'enquête s'est concentrée sur les preuves numériques qui étaient concluantes. Mais vous n'avez pas vérifié où se trouvait l'accusé la nuit du crime. C'est une procédure d'enquête de base. La voix du juge Lambert était tranchante. Et j'ai ici un document qui montre que l'infirmière Martine a témoigné auprès d'un inspecteur de police. Pourquoi ce témoignage a-t-il été omis du dossier? Maître Moreau se mit à transpirer. Votre honneur, j'ai reçu le dossier déjà constitué par la police. Je n'ai pas participé à la phase d'enquête. Le juge Lambert prit un autre document. Voici le nom du commissaire responsable de l'enquête, le commissaire Gustave Bernard, de la brigade financière. Je veux qu'il soit convoqué immédiatement. Votre honneur, intervint le procureur, sa voix maintenant clairement nerveuse, cela sort du cadre du procès actuel. Au contraire, rétorqua le juge Lambert, cela va droit au cœur du problème. S'il y a des preuves que ce procès a été mené de manière irrégulière, voire frauduleuse, il est de mon devoir de juge d'enquêter. L'audience est suspendue pour 2 heures supplémentaires. Je veux le commissaire Gustave Bernard ici. Tandis que la salle se vidait pour la pause, le juge Lambert demanda à Romain et à Maître Dubois de rester. Isabelle était également là, refusant de quitter le côté de son père. Le juge Lambert les regarda tous les trois, et pour la première fois depuis le début du procès, son visage sévère s'adoucit légèrement. « Monsieur Duval, dit-il, j'ai quelques questions à vous poser. De Courcy Ingénierie était votre client. » Romain acquiesça. « Oui, votre honneur. C'était l'un des plus gros comptes du cabinet. J'étais le comptable responsable. Et vous avez trouvé des irrégularités dans leurs livres. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. » Romain regarda le juge, surpris. « Comment le savez-vous »
Parce que j'enquêtais moi-même sur de Courcy Ingénierie il y a 5 ans, répondit le juge Lambert. Blanchiment d'argent, détournement de fonds publics, corruption de fonctionnaires. J'étais sur le point de démasquer toute l'opération quand j'ai eu mon accident. La révélation tomba comme une bombe. Maître Dubois se pencha en avant. « Votre honneur, vous dites qu'il y a un lien entre votre ancienne affaire et celle de mon client ?»« Je dis que nous avons tous les deux été réduits au silence, » répondit le juge Lambert. « Moi, physiquement, par l'accident. Romain, par de fausses accusations qui le mettraient hors jeu et détruiraient sa crédibilité. » Romain sentit ses jambes flageoler. « J'ai découvert qu'ils utilisaient l'entreprise pour blanchir des pots de vin versés par des politiciens. Je suis allé voir mon patron, je lui ai montré les chiffres, mais il m'a dit d'ignorer que c'était des clients importants. Alors je suis allé voir Fernand de Courcy directement, pensant qu'il n'était pas au courant. » Isabelle serra la main de son père. « Une semaine plus tard, j'ai découvert qu'on m'accusait d'avoir volé 15 millions. » Le juge Lambert acquiesça lentement. « Ils ont créé les preuves numériques pour vous piéger. Quelqu'un ayant accès à vos identifiants, probablement avec une aide interne du cabinet. Et puis ils se sont assurés que l'enquête policière soit superficielle, se concentrant uniquement sur les preuves numériques et ignorant tout alibi. « Mais comment ont-ils réussi à supprimer mon témoignage ?» demanda Martine, qui était toujours présente. « J'ai parlé à cet inspecteur. »« Parce que le commissaire Gustave Bernard faisait partie de la conspiration, » répondit le juge Lambert. « J'en suis certain. Il s'est assuré que certaines informations n'arrivent jamais jusqu'au dossier. » À cet instant, le juge Lambert sentit un autre fourmillement, plus fort cette fois. Il baissa les yeux et vit à son grand étonnement que sa jambe droite s'était légèrement contractée. Un mouvement involontaire, mais significatif. Il respira profondément, essayant de comprendre ce qui se passait. Isabelle le remarqua. Elle vit le léger mouvement de la jambe du juge, et ses yeux s'écarquillèrent. « Monsieur, le juge, » murmura-t-elle. Le juge Lambert regarda la fillette et pour un instant, juste un instant, il la laissa voir la vulnérabilité dans ses yeux. Puis il reprit son expression professionnelle. « Nous avons du travail, » dit-il. « La vérité commence à émerger, mais nous avons besoin de preuves concrètes. » Maître Dubois feuilletait frénétiquement ses documents. « Si ce que vous dites est vrai, votre honneur, alors il y a une conspiration criminelle massive. Nous devons démasquer non seulement celui qui a piégé mon client, mais tout le réseau. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, » répondit le juge Lambert. « Et nous le ferons dans le respect de la loi, avec chaque preuve documentée et chaque témoin entendu. » 2 heures plus tard, le commissaire Gustave Bernard entra dans le tribunal. C'était un homme grand, d'une 50aine d'années, avec une posture confiante qui frisait l'arrogance. Il portait son uniforme impeccablement repassé et avait sur le visage l'expression de quelqu'un qui ne s'inquiétait de rien. Mais le juge Lambert remarqua le léger tremblement de ses mains lorsqu'il prêta serment. « Commissaire Bernard, » commença le juge Lambert, « vous étiez responsable de l'enquête dans l'affaire contre Romain Duval. »« Oui, votre honneur, une enquête solide avec des preuves irréfutables. »« Pourquoi l'hôpital Saint-Louis n'a-t-il pas été vérifié ?» La question claqua comme un fouet. Le commissaire hésita une fraction de seconde. « Les preuves numériques étaient concluantes, votre honneur. Identifiant, mot de passe, empreinte digitale sur le clavier. Il n'y avait pas besoin de vérifier un alibi quand les preuves étaient si claires. Mais l'un de vos inspecteurs a recueilli le témoignage de l'infirmière Martine Olivier. » Le juge Lambert désigna Martine, qui était assise dans les galeries. « Pourquoi ce témoignage n'est-il pas entré dans le rapport final ?» Le commissaire regarda Martine, et quelque chose traversa son visage. C'était de la peur, de la reconnaissance, du calcul. « Votre honneur, je reçois des centaines de témoignages dans chaque affaire. Si ce témoignage spécifique n'y est pas entré, c'est une erreur administrative. » « Une erreur administrative bien commode, » observa le juge Lambert. « Commissaire, connaissez-vous Fernand de Courcy, PDG de Courcy Ingénierie ?»« Je le connais de nom comme tout le monde en ville, » répondit le commissaire, mais sa voix était tendue. Le juge Lambert prit un document. « J'ai ici des relevés téléphoniques qui montrent 12 appels entre votre numéro personnel et le numéro de Fernand de Courcy dans les 2 semaines précédant l'arrestation de Romain Duval. Comment expliquez-vous cela ?» Le tribunal entier se tut. Le commissaire ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. «
Ce sont des appels professionnels, votre honneur. De Courcy Ingénierie à des contrats avec le gouvernement. Il est naturel qu'il y ait des communications. 12 appels en 2 semaines, tous en dehors des heures de bureau. La voix du juge Lambert était implacable. Et il y a aussi des virements bancaires. 300 000 € déposés sur un compte offshore à votre nom 1 semaine après l'arrestation de Romain Duval. Le commissaire devint livide. « C'est absurde, votre honneur. Où avez-vous obtenu ces informations ?»« D'une source qui enquêtait sur la même conspiration que moi il y a 5 ans, répondit le juge Lambert. Une source qui est maintenant décédée, mais qui a eu la prévoyance de conserver des documents. Il bluffait en partie, mais l'effet fut dévastateur. Le commissaire se mit à transpirer visiblement. « Votre honneur, je demande un avocat. »« Certainement, » dit le juge Lambert. « Et en attendant, vous êtes temporairement suspendu de vos fonctions et placé sous la garde du tribunal. » Huissier, conduisez le commissaire dans une salle séparée. Alors que Gustave Bernard était emmené clairement paniqué, le juge Lambert sentit une autre onde parcourir ses jambes. Cette fois, ce n'était pas seulement un fourmillement. C'était une sensation réelle, comme si ses nerfs se réveillaient d'une longue hibernation. Il essaya de bouger sa jambe et, à son grand choc, elle répondit. Le mouvement était petit mais visible. La nuit tomba sur Paris et le palais de justice resta illuminé, chose rare pour un bâtiment qui fermait normalement ses portes à 18 heures. Mais ce n'était pas un procès normal. Le juge Lambert avait ordonné à tout le monde de rester, sentant qu'il était sur le point de dénouer quelque chose de bien plus grand que ce que quiconque avait imaginé. Dans son cabinet, il travaillait fiévreusement, croisant des documents, passant des appels, reliant des points qui étaient séparés depuis 5 ans. Chaque nouvelle connexion qu'il faisait, chaque nouvelle preuve qu'il découvrait apportait avec elle cette étrange sensation dans ses jambes. C'était comme si son corps se réveillait en même temps que la vérité. Il avait essayé de se lever en s'appuyant sur la table et avait réussi à supporter une partie de son poids pendant quelques secondes avant de retomber dans son fauteuil. C'était impossible, mais cela se produisait. La porte s'ouvrit et Maître Dubois entra avec d'autres documents. « Votre honneur, j'ai obtenu les registres que vous avez demandés. Fernand de Courcy a des liens avec au moins 3 politiciens de haut rang, y compris le député Paul Martin, qui est président de la commission de contrôle des marchés publics. » Le juge Lambert prit les papiers et les examina attentivement. « Bien sûr, » murmura-t-il. « Il approuve les contrats publics, de Courcy paie les pots de vin, l'argent est blanchi à travers diverses sociétés, y compris celles qui emploient Romain comme comptable. Et quand Romain le découvre et menace de tout révéler, il l'élimine du jeu, compléta Maître Dubois. Mais votre honneur, nous n'avons toujours pas de preuves concrètes liant directement le député Martin au système. » Le juge Lambert sourit pour la première fois depuis longtemps. « Pas encore, mais j'ai un témoin qui pourrait changer cela. » Il prit le téléphone et passa un appel. « J'ai besoin que vous localisiez le procureur Maître Antoine Moreau immédiatement. Peu importe où il se trouve, ramenez-le au tribunal maintenant. » 1 heure plus tard, Maître Antoine Moreau fut escorté de retour au tribunal. Il ne portait plus son costume impeccable. Sa cravate était de travers, son visage était pâle, et il y avait un regard de panique absolue dans ses yeux. Le juge Lambert l'observa avec intérêt, tandis que le procureur était conduit dans son cabinet. « Maître Moreau, » commença le juge, sa voix calme mais ferme, « il est temps de faire un choix. Je sais que vous êtes impliqué dans cette conspiration. Les preuves contre vous s'accumulent. Votre honneur, je ne... » tenta de protester le procureur, mais sa voix se brisa. « Ne terminez pas cette phrase, » l'interrompit le juge Lambert, « parce que mentir maintenant ne fera qu'aggraver votre situation. Regardez-moi, je vous offre une unique opportunité de faire ce qui est juste. Dites-moi tout ce que vous savez et coopérez pleinement, et j'en tiendrai compte. Continuez à mentir et je vous garantis que vous passerez le reste de votre vie à payer pour vos crimes. » Maître Moreau se mit à trembler. Ses mains agrippèrent les bras du fauteuil. « Ils vont m'éliminer si je parle, » murmura-t-il. « Vous ne comprenez pas le pouvoir de ces gens. Vous admettez donc qu'il y a une conspiration. » Le juge Lambert se pencha en avant. Le procureur ferma les yeux. « Oui. » Il prit plusieurs profondes inspirations. « J'ai été contraint. Ils ont des informations sur moi, des choses de mon passé. Ils m'ont menacé, ont dit qu'ils détruiraient ma carrière, ma famille. Qui sont-ils » Le juge Lambert garda sa voix neutre sans jugement.
Fernand de Courcy est le financier. Il contrôle l'argent. Le député Paul Martin est le facilitateur politique. Et le commissaire Gustave Bernard, il a étouffé les enquêtes, s'est assuré que des gens comme Romain soient piégés sans possibilité de défense. « Et vous, quel était votre rôle ?» demanda le juge Lambert. « Je m'assurais que les affaires arrivent au tribunal avec des accusations qui semblaient solides. Je supprimais les preuves de la défense, ne présentant que ce qu'ils voulaient que l'on voie. » Maître Moreau pleurait maintenant. « Je me déteste pour ça. Chaque affaire que j'ai manipulée, chaque innocent que j'ai aidé à condamner, ça me ronge de l'intérieur. » Combien de personnes? La question du juge Lambert était froide. 15, peut-être 20 au fil des ans. Toutes étaient des menaces pour le système. Des comptables qui avaient découvert des irrégularités, des auditeurs qui posaient trop de questions, des petits entrepreneurs qui refusaient de participer au blanchiment d'argent. Le juge Lambert sentit la colère monter comme de la lave, mais il garda le contrôle. « Avez-vous des preuves de ce que vous dites ?» Maître Moreau hésita. « J'ai des enregistrements, des emails, des documents. J'ai tout gardé comme assurance-vie. S'il m'arrivait quelque chose, tout serait rendu public. » Où sont ces preuves? Le juge Lambert savait déjà qu'il était sur le point de renverser complètement la situation. « Chez mon avocat personnel, dans une enveloppe scellée, avec instruction que s'il m'arrive quelque chose, l'enveloppe doit être ouverte et envoyée à la presse et au parquet national financier. » Le juge Lambert prit son téléphone. « Appelez votre avocat maintenant. Demandez-lui d'apporter l'enveloppe ici immédiatement. Et Maître Moreau, vous resterez sous la protection du tribunal jusqu'à ce que tout cela soit résolu. » Tandis que le procureur passait l'appel avec des mains tremblantes, le juge Lambert sentit un autre spasme dans ses jambes. Cette fois, il fut plus fort, presque douloureux. Il baissa les yeux et vit que ses cuisses s'étaient visiblement contractées. Quelque chose d'extraordinaire se produisait. À chaque pas vers la vérité, à chaque moment où la justice se rapprochait, son corps répondait. L'avocat de Maître Moreau arriva une demi-heure plus tard, portant une épaisse enveloppe jaune. Il la remit à contre-cœur, visiblement confus par ce qui se passait. Le juge Lambert ouvrit l'enveloppe et commença à examiner son contenu. C'étaient des années de corruption documentées, des enregistrements de conversations où Fernand de Courcy donnait des ordres directs, des emails du député Paul Martin approuvant des contrats frauduleux, des documents bancaires montrant le flux de l'argent sale. Et il y avait plus. Une confession vidéo de Maître Moreau lui-même, enregistrée des mois auparavant, où il détaillait chaque aspect du système. C'était une assurance contre la trahison. Mais maintenant, ce serait la clé pour tout démanteler. Le juge Lambert appela Maître Dubois et ensemble, ils commencèrent à examiner tout le matériel. « C'est suffisant, » dit-elle avec un mélange d'admiration et d'horreur. « Ça les fait tous tomber. » « Mais nous devons le faire correctement, » répondit le juge Lambert. « Nous avons besoin d'une audience extraordinaire où tout sera présenté publiquement, où il n'y aura aucune possibilité de manipulation ou de suppression. » Cette nuit-là, le juge Lambert convoqua une réunion d'urgence avec les membres seniors du tribunal. Il présenta les preuves, expliqua l'étendue de la conspiration et demanda la permission de tenir une audience extraordinaire le lendemain. Les autres juges furent choqués, mais ils acceptèrent. La justice devait être rendue. Alors que tout le monde se préparait à partir, le juge Lambert demanda un moment seul. Il manœuvra son fauteuil jusqu'au centre de son cabinet et alors, avec un effort considérable, il posa les mains sur les accoudoirs et poussa. Ses jambes répondirent. Il réussit à se tenir debout, appuyé sur le fauteuil, pendant près d'1 minute entière avant de retomber. Des larmes coulaient sur son visage. C'était réel. Cela se produisait. Le lendemain matin, le tribunal était bondé. La nouvelle d'une audience extraordinaire s'était répandue et des journalistes de tout le pays étaient présents. Isabelle était là avec son père, qui avait été libéré en résidence surveillée jusqu'à la résolution de l'affaire. Elle lui tenait fermement la main, sentant que quelque chose de grand allait se produire. Le juge Lambert entra dans la salle d'audience et le silence fut immédiat. Il y avait quelque chose de différent en lui, une énergie, une présence qui n'était pas là auparavant. Il positionna son fauteuil derrière l'estrade et frappa de son marteau. « La cour est maintenant en session, pour une audience extraordinaire, » annonça-t-il, sa voix résonnant dans la salle. « Ce dont vous serez témoin aujourd'hui
est la révélation de l'une des plus grandes conspirations de corruption que cette ville ait jamais vue. Et vous verrez aussi la correction de graves injustices commises contre des innocents. Il commença par appeler des témoins. Une par une, les victimes de la conspiration furent amenées au tribunal. Elles étaient 15 au total, chacune avec sa propre histoire sur la façon dont elles avaient été faussement accusées, comment leur vie avait été détruite, comment elles avaient perdu des années en prison pour des crimes qu'elles n'avaient pas commis. Chaque témoignage était un coup de poignard dans le cœur du système qui les avait abandonnées. Romain était parmi eux, mais il y en avait beaucoup d'autres. Une auditrice qui avait découvert des détournements et avait été accusée de fraude. Un petit entrepreneur qui avait refusé de participer au blanchiment d'argent et avait été piégé pour évasion fiscale. Un journaliste qui enquêtait sur les connexions politiques et à qui on avait planté de faux documents de corruption. À mesure que chaque histoire était racontée, le public dans le tribunal était de plus en plus choqué. L'ampleur de la conspiration était écrasante, et puis le juge Lambert appela le procureur maître Antoine Moreau à la barre des témoins. Le procureur, ayant maintenant l'apparence de quelqu'un qui avait vieilli de 10 ans en une nuit, commença à tout avouer publiquement. Chaque affaire qu'il avait manipulée, chaque preuve qu'il avait supprimée, chaque mensonge qu'il avait raconté au nom de la justice. Et puis vint la partie la plus dévastatrice. Le juge Lambert projeta la vidéo de confession du procureur sur un grand écran dans le tribunal. Pendant 20 minutes, tout le monde regarda en silence absolu tandis que Maître Moreau révélait les noms, les méthodes, les transactions financières. Fernand de Courcy, le député Paul Martin et le commissaire Gustave Bernard furent nommés à plusieurs reprises, leurs actions détaillées avec une précision chirurgicale. Lorsque l'audience fut suspendue pour le déjeuner, le tribunal était en plein tumulte. Les journalistes se précipitèrent dehors pour diffuser les nouvelles explosives. Les noms de Fernand de Courcy, du député Paul Martin et du commissaire Gustave Bernard étaient sur toutes les manchettes en quelques minutes. La ville de Paris, et bientôt toute la France, prenaient conscience de l'ampleur de la conspiration. Romain était dans une salle privée avec Isabelle et Maître Dubois quand son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Il hésita avant de répondre, mais quelque chose le poussa à accepter l'appel. Il ne dit rien, écouta seulement. La voix de l'autre côté était déformée, clairement modifiée par un logiciel. « Monsieur Romain Duval, » dit la voix sinistre, « vous avez commis une grave erreur en défiant des gens puissants. Votre fille est très jolie. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. » L'appel fut interrompu. Romain resta paralysé, le téléphone toujours à la main, le visage complètement blanc. Isabelle remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» Romain ne pouvait pas parler. Ses mains tremblaient violemment. Maître Dubois prit son téléphone et vit le numéro inconnu sur l'écran. Que s'est-il passé? Ils ont menacé Isabelle, parvint enfin à dire Romain, sa voix se brisant. Ils ont dit que quelque chose pourrait lui arriver. Maître Dubois ne perdit pas de temps. Elle appela immédiatement le juge Lambert et lui expliqua la situation. Le juge ordonna une sécurité immédiate pour Romain et Isabelle, détachant 2 officiers du tribunal pour rester avec eux en permanence. Mais il savait que cela ne suffirait pas. Les personnes derrière la conspiration étaient désespérées, et les personnes désespérées étaient dangereuses. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Fernand de Courcy était dans son luxueux bureau au dernier étage d'un gratte-ciel de la Défense. Il regardait les informations avec une horreur croissante. Tout s'effondrait. Des années de construction minutieuse d'un empire corrompu étaient en train d'être détruites en quelques heures. Il prit son téléphone et passa un appel. « Nous devons contenir ça », dit-il sans détour. « Maintenant. » De l'autre côté de la ligne, le député Paul Martin était également en panique. « Les appels n'arrêtent pas d'arriver. La presse est à ma porte. Nous avons besoin d'un bouc émissaire. »« Nous en avons déjà un, » répondit froidement de Courcy. « Antoine a parlé. Il va tomber seul. Nous dirons qu'il a agi de son propre chef, qu'il nous a trompés aussi. » « Mais les enregistrements, les preuves qu'il a laissées, » protesta le député. « Nous discréditerons tout. Nous dirons qu'elles ont été fabriquées, qu'il essaie de nous faire tomber pour sauver sa propre peau, notre parole contre la sienne. Et le juge, il a toutes les preuves maintenant. » De Courcy resta silencieux un moment. « Alors nous trouverons un moyen de le neutraliser aussi. »
Mais il ne savait pas que le juge Lambert avait anticipé exactement cette manœuvre. Il avait fait des copies de toutes les preuves et les avait distribuées à plusieurs autorités de confiance, y compris le parquet national financier et le ministère de la Justice. Il n'y aurait aucun moyen de supprimer la vérité cette fois. Cette nuit-là, alors que Romain et Isabelle étaient sous protection dans un hôtel sécurisé, le juge Lambert travailla tard dans son cabinet. Il examinait chaque détail de l'affaire, s'assurant que chaque argument était solide, chaque preuve documentée. Et pendant qu'il travaillait, il continuait d'expérimenter avec ses jambes. La récupération s'accélérait. Il pouvait maintenant plier les genoux, bouger les chevilles. C'était comme si chaque acte de justice, chaque moment de courage dans la recherche de la vérité nourrissait son corps d'une énergie que la médecine ne pouvait expliquer. Il se demandait si Isabelle savait ce qu'elle faisait quand elle avait fait cette promesse. Elle avait touché quelque chose de profond, de presque mystique, sur la connexion entre la justice et la guérison, entre la vérité et la restauration. Un coup urgent à la porte le tira de ses pensées. C'était un agent de sécurité, le visage tendu. « Votre honneur, il y a un problème. L'infirmière Martine Olivier. Il y a eu une tentative d'effraction à son domicile. Elle va bien, elle a réussi à appeler la police à temps, mais les intrus se sont enfuis. » Le juge Lambert sentit son sang se glacer. « Amenez-la ici immédiatement. Elle reste sous la protection du tribunal jusqu'à ce que ce soit terminé. » Martine arriva une demi-heure plus tard, visiblement secouée. Elle tremblait et ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Le juge Lambert la reçut avec une gentillesse inhabituelle pour un homme connu pour sa sévérité. « Madame Olivier, je suis désolé que vous ayez traversé cela. Vous êtes en sécurité maintenant. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» Martine respira profondément. « J'étais chez moi quand j'ai entendu du bruit à la porte. Ils ont essayé de forcer la serrure. J'ai réussi à courir dans ma chambre et à verrouiller la porte. J'ai appelé la police. Ils se sont enfuis quand ils ont entendu les sirènes. » Elle regarda le juge Lambert avec des yeux effrayés. « Pourquoi font-ils ça? J'ai seulement dit la vérité. »« Parce que la vérité est dangereuse pour les gens puissants, » répondit le juge Lambert. « Et ils feront n'importe quoi pour protéger leurs secrets. Mais je vous promets que je ne laisserai rien vous arriver. » Cette même nuit, la nouvelle qui allait tout changer tomba. Maître Antoine Moreau, le procureur qui avait tout avoué, fut retrouvé sans vie dans son appartement. La scène avait été arrangée pour faire croire qu'il s'était suicidé. Il y avait même une lettre où il avouait seul tous les crimes, innocentant Fernand de Courcy, le député Paul Martin et le commissaire Gustave Bernard. Le juge Lambert reçut la nouvelle avec un calme glacial. Il savait exactement ce qui s'était passé. Maître Moreau ne s'était pas suicidé. Il avait été réduit au silence. Et les conspirateurs allaient maintenant essayer d'utiliser sa mort pour se sauver. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Maître Moreau, craignant exactement cette issue, avait préparé une dernière assurance. En plus des preuves qu'il avait laissées à son avocat, il avait configuré un email automatique qui serait envoyé s'il ne se connectait pas à son ordinateur pendant plus de 24 heures. C'était ce qu'il appelait un message d'homme mort. 24 heures après le décès de Maître Moreau, des dizaines d'emails furent automatiquement envoyés à des journalistes, des procureurs, des juges et même à des organisations internationales de lutte contre la corruption. Chaque email contenait un lien vers un serveur sécurisé où étaient stockées toutes les preuves. Des enregistrements que de Courcy pensait privés, des documents bancaires qui montraient le flux complet de l'argent sale, des emails échangés entre les trois principaux conspirateurs discutant exactement des crimes à commettre et de la manière de couvrir leurs traces. La bombe explosa le lendemain matin. Fernand de Courcy fut réveillé par la police judiciaire frappant à sa porte avec des mandats d'arrêt. Le député Paul Martin tenta d'utiliser son immunité parlementaire, mais les preuves étaient si accablantes que l'Assemblée nationale vota immédiatement la levée de son immunité. Le commissaire Gustave Bernard fut retrouvé en train de tenter de fuir en Suisse et fut arrêté à la frontière. Le juge Lambert convoqua une nouvelle audience extraordinaire. Cette fois, les trois chefs de la conspiration seraient présents, non pas comme témoins, mais comme accusés. Le tribunal était encore plus bondé que la veille. Des caméras de télévision de tout le pays diffusaient en direct. C'était le procès du siècle.
Quand le juge Lambert entra dans la salle d'audience, il sentit quelque chose de différent. Une force parcourait tout son corps. Ses jambes ne fourmillaient pas seulement, elles vibraient d'énergie. Il savait que quelque chose d'extraordinaire allait se produire, mais il devait rester concentré. La justice devait encore être servie. Fernand de Courcy, le député Paul Martin et le commissaire Gustave Bernard furent amenés menottés. Leur visage était un mélange de colère, de peur et de désespoir. Ils avaient engagé les meilleurs avocats que l'argent pouvait acheter, mais même les avocats semblaient vaincus face à la montagne de preuves. Le juge Lambert commença l'audience en exposant méthodiquement chaque aspect de la conspiration. Il montra comment les trois hommes avaient construit un réseau de corruption qui durait depuis plus d'une décennie. Comment ils avaient détourné des centaines de millions d'euros de projets publics. Comment ils avaient ruiné la vie d'innocents qui menaçaient de les dénoncer. Comment ils avaient corrompu le système judiciaire même qui était censé protéger les citoyens. Et puis il diffusa les enregistrements. La voix de Courcy ordonnant de piéger Romain. Le député Martin discutant de la manière de truquer les appels d'offres. Le commissaire Bernard instruisant ses subordonnés sur la manière de supprimer des preuves. Chaque enregistrement était plus dévastateur que le précédent. Les trois hommes tentèrent de se défendre, mais leurs paroles sonnaient creux face aux preuves irréfutables. Leurs avocats tentèrent d'argumenter sur des points de procédure, mais le juge Lambert démolit chaque argument avec une précision chirurgicale. Et puis vint le moment le plus puissant. Le juge Lambert appela de nouveau les 15 victimes au tribunal. Une par une, elles se levèrent et regardèrent dans les yeux les hommes qui avaient détruit leur vie. Elles ne dirent rien. Elles n'en avaient pas besoin. Leur regard disait tout. Finalement, Romain se leva avec Isabelle à ses côtés. « Vous avez essayé de me détruire parce que j'ai découvert vos crimes, » dit-il, sa voix ferme. « Vous avez essayé d'utiliser le système de justice comme une arme contre des innocents, mais vous n'avez pas réussi. La vérité finit toujours par éclater. » Isabelle regarda les trois hommes avec ses grands yeux innocents. « Vous avez fait du mal à beaucoup de gens, » dit-elle de sa voix d'enfant. « Mais maintenant, vous allez devoir payer pour ce que vous avez fait. » C'était une déclaration simple, venant d'une enfant de 10 ans, mais elle eut un impact dévastateur. Même les avocats de la défense baissèrent les yeux, incapables d'affronter le regard pur de cette fillette. Le silence dans le tribunal était absolu. Le juge Henri Lambert regarda les trois hommes devant lui. Fernand de Courcy, le député Paul Martin et le commissaire Gustave Bernard, et vit non seulement des criminels, mais le symbole de tout ce qui n'allait pas dans le système. Ils avaient utilisé le pouvoir, l'argent et l'influence pour pervertir la justice, la transformant en un outil d'oppression au lieu de protection. Il sentit de nouveau cette énergie parcourir ses jambes, plus forte que jamais. C'était comme si chaque cellule de son corps vibrait à l'approche de la vraie justice. Il prit une profonde inspiration et commença son discours final. « Pendant des années, vous trois avez opéré au-dessus de la loi, croyant que votre position vous rendait intouchable. » Sa voix résonnait dans le tribunal bondé. « Vous avez détruit des vies, corrompu des institutions, sali l'honneur du service public, et vous avez fait tout cela en vous cachant derrière des façades de respectabilité. » Fernand de Courcy tenta de l'interrompre. « Votre honneur, c'est un cirque médiatique. Il n'y a pas de preuves concrètes. » Le juge Lambert frappa de son marteau avec force. « Silence !» Il regarda de Courcy avec intensité. « Il y a des centaines d'heures d'enregistrement, des milliers de documents, des dizaines de témoins. Et par-dessus tout, il y a 15 vies détruites qui sont le témoignage vivant de vos crimes. » Il continua, sa voix gagnant en force et en passion. « Vous avez tenté de me réduire au silence il y a 5 ans. Cet accident qui m'a mis dans ce fauteuil n'était pas un accident, c'était une tentative d'arrêter mon enquête. Vous pensiez qu'en me détruisant physiquement, vous détruiriez aussi ma capacité à chercher la vérité, mais vous vous trompiez. » Le député Paul Martin transpirait à grosses gouttes. « Votre honneur, ce sont des accusations graves sans fondement. » « Sans fondement ?» Le juge Lambert prit un document. « J'ai ici des relevés d'appel entre le commissaire Bernard et le chauffeur du camion qui m'a percuté, 3 appels la semaine avant l'accident, et un virement de 50 000 € 2 jours après l'accident. » Il regarda directement le commissaire. « Vous avez ordonné qu'on m'écarte du chemin. » Gustave Bernard devint livide mais ne dit rien. Ses avocats tentèrent de protester, mais le juge Lambert les fit taire d'un regard.
Et puis est venu Romain Duval, continua le juge Lambert. Un homme honnête qui faisait son travail et a découvert vos opérations de blanchiment d'argent. Au lieu de laisser la vérité éclater, vous l'avez piégé, vous avez planté des preuves numériques, vous avez supprimé son alibi. Vous avez tenté de détruire non seulement sa carrière, mais sa liberté même. Romain était debout, des larmes coulant sur son visage. Isabelle lui tenait fermement la main, regardant le juge avec admiration et espoir. « Mais vous avez sous-estimé quelque chose de fondamental, » dit le juge Lambert, sa voix s'adoucissant un peu. « Vous avez sous-estimé l'amour d'une fille pour son père. Vous avez sous-estimé le courage d'une enfant de 10 ans qui était prête à affronter un tribunal entier pour sauver son père innocent. » Il regarda Isabelle et sourit, chose rare pour le juge sévère. « Isabelle, tu es venue à moi et tu as fait une promesse impossible. Tu as dit que tu me ferais remarcher si je libérais ton père. À l'époque, j'ai pensé que c'était de la naïveté enfantine. Mais tu m'as appris quelque chose que j'avais oublié dans mes années de cynisme et de douleur. » Le tribunal entier était hypnotisé par ces paroles. Certaines personnes tenaient des mouchoirs essuyant des larmes qui commençaient à couler. Les journalistes avaient cessé d'écrire, complètement absorbés par le moment. Tu m'as appris que la vraie justice a le pouvoir non seulement de punir le coupable, mais de guérir le blessé. Que lorsque nous cherchons la vérité avec courage et pureté d'intention, des choses extraordinaires peuvent se produire. Tu m'as rappelé que la foi n'est pas de l'aveuglement, mais la capacité de voir des possibilités là où les autres ne voient que des impossibilités. Et alors, le juge Lambert le sentit. C'était comme si une vague d'énergie parcourait tout son corps, de la tête aux pieds. Ses muscles, endormis depuis 5 se réveillèrent complètement. Il regarda ses jambes et vit qu'elles bougeaient, répondant à ses commandes mentales, comme si elles n'avaient jamais cessé. C'était une sensation bouleversante, comme si 1000 petites lumières s'allumaient simultanément dans son corps. Le tribunal observait en silence absolu, ne comprenant pas encore ce qui était sur le point de se produire. Le juge Lambert posa ses mains sur les accoudoirs de son fauteuil roulant. Il ferma les yeux un instant, rassemblant non seulement sa force physique, mais aussi son courage émotionnel pour ce moment qui semblait impossible. Lentement, avec un effort visible mais aussi avec une force qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, il commença à se pousser vers le haut. Ses jambes tremblèrent, mais tinrent bon. Il se leva, sortant complètement de son fauteuil roulant pour la première fois en 5 ans. Un hoquet collectif résonna dans le tribunal. C'était comme si le temps s'était arrêté. Des gens se levèrent de leur siège, incrédules, les mains couvrant leurs bouches ouvertes de choc. Les caméras se focalisèrent sur lui, tandis que des larmes coulaient sur les visages des présents. Certains des huissiers les plus anciens, qui avaient travaillé avec le juge Lambert pendant des décennies, pleuraient ouvertement. Isabelle fut la première à réagir. Elle cria de joie et commença à courir vers l'estrade, mais Romain la retint, pleurant lui aussi, voulant laisser le juge avoir son moment de gloire et de guérison. Le juge Lambert se tenait debout, s'appuyant légèrement sur la table par sécurité, mais soutenant clairement son propre poids. Ses jambes tremblaient sous l'effort de porter un corps qu'elle n'avait pas porté depuis si longtemps, mais elle restait ferme. Il regarda ses jambes comme s'il voyait un miracle, car c'était exactement ce que c'était. Des larmes coulaient librement sur son visage, des larmes de joie, de gratitude, d'admiration pour l'extraordinaire qui se produisait. Et alors, d'un pas incertain mais déterminé, il commença à marcher. D'abord un pas, puis un autre. Chaque pas était une victoire contre l'impossible. Chaque mouvement était une célébration de la vie qui revenait. Il fit le tour de son estrade, testant ses jambes, sentant ses muscles répondre. La sensation était indescriptible, comme s'il redécouvrait une partie de lui-même qu'il pensait avoir perdue pour toujours. Le silence initial s'était transformé en sanglots émus dans tout le tribunal. Les gens s'étreignaient, partageant l'émotion de ce moment impossible. Même certains des avocats les plus expérimentés et sceptiques, des hommes et des femmes qui avaient tout vu dans leur carrière, étaient visiblement ébranlés par l'ampleur de ce dont ils étaient témoins. Maître Camille Dubois se couvrait le visage de ses mains, pleurant de joie. Martine, l'infirmière, était enlacée à une inconnue à côté d'elle, toutes deux émues. Les 15 autres victimes qui avaient été innocentées regardaient avec révérence,
comprenant qu'elles assistaient à quelque chose qui transcendait le juridique et touchait au spirituel. Le juge Lambert descendit les marches qui menaient au parquet du tribunal. Chaque marche était un défi, mais il les surmontait avec une détermination croissante. Même les 3 criminels regardaient avec stupeur, réalisant qu'ils étaient témoins de quelque chose qui dépassait l'entendement commun. Fernand de Courcy avait le visage complètement pâle. Le député Paul Martin semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes, et le commissaire Gustave Bernard regardait le sol, incapable d'affronter le miracle qui se déroulait sous ses yeux. Le juge Lambert marcha jusqu'à l'endroit où se trouvait Isabelle. Le tribunal entier observait en silence respectueux, tandis que le juge parcourait cette distance qui, pour lui, était comme traverser un océan. Quand il arriva enfin devant la fillette, il s'agenouilla lentement, maintenant à sa hauteur, et prit ses petites mains dans les siennes. « Tu as tenu ta promesse, » dit-il, sa voix brisée par l'émotion. « D'une manière que je n'aurais pu imaginer. Tu ne m'as pas seulement fait remarcher, tu as restauré ma foi en l'humanité, ma conviction que la justice en vaut encore la peine. Tu m'as ramené à la vie, Isabelle. Vraiment ramené à la vie. » Isabelle serra le juge dans ses bras avec la force innocente d'une enfant, et le tribunal explosa en applaudissements qui semblaient ne jamais finir. C'était un moment de pure humanité au milieu du poids du processus légal. C'était la victoire du bien sur le mal, de la vérité sur le mensonge, de l'espoir sur le désespoir. Romain se joignit à eux, les enveloppant tous les deux dans ses bras, créant une image qui serait capturée par toutes les caméras présentes et deviendrait iconique. Après quelques minutes, le juge Lambert se releva et retourna à son estrade. Cette fois, il n'utilisa pas le fauteuil roulant. Il marcha avec une fermeté renouvelée et se tint debout derrière la table, une image d'autorité et de justice restaurée. Sa posture était différente maintenant, non seulement parce qu'il était debout, mais à cause d'une énergie renouvelée qui émanait de lui. « Et maintenant, » dit-il, sa voix retrouvant son autorité judiciaire, mais maintenant tempérée par une compassion qui n'existait pas auparavant, l'heure de la sentence est venue. Fernand de Courcy, député Paul Martin, Gustave Bernard, vous êtes reconnus coupables de complot en vue de commettre des actes de corruption, de blanchiment d'argent, d'entrave à la justice et d'implication dans les circonstances ayant mené au décès de maître Antoine Moreau. Les 3 hommes se levèrent, leur visage complètement vidé de leur couleur. Ils semblaient avoir rapetissé, diminué non seulement par la condamnation qu'ils encouraient, mais par le poids moral de leurs crimes exposés devant tout le pays. Vous serez immédiatement incarcérés et répondrez de chacun de ces crimes. De plus, tous vos biens seront confisqués pour dédommager les victimes de vos stratagèmes. Et vous passerez le reste de vos vies en sachant que c'est le courage d'une fillette de 10 ans qui a fait tomber votre empire de corruption. Que c'est la foi innocente d'une enfant qui a exposé la pourriture que vous avez tenté de cacher sous un vernis de respectabilité. Des huissiers s'avancèrent pour placer les 3 hommes en état d'arrestation. Ils furent escortés hors du tribunal, au milieu des flashs des appareils photo et des cris des journalistes. Fernand de Courcy jeta un dernier regard en arrière, son visage un masque de défaite et de regret tardif. Le juge Lambert se tourna alors vers Romain et les 15 autres victimes. « Par la présente, je déclare Romain Duval et toutes les autres victimes ici présentes complètement innocentées de toutes les accusations. Leurs noms seront lavés, leur casier judiciaire effacé, et ils recevront une compensation totale pour le temps perdu et les préjudices subis. Plus encore, je veux que vous sachiez que le système qui vous a fait défaut sera réformé. J'utiliserai chaque jour qu'il me reste en tant que juge pour garantir qu'aucun autre innocent ne subisse ce que vous avez subi. » D'autres applaudissements retentirent dans le tribunal, encore plus chaleureux que les précédents. Romain serra Isabelle dans ses bras, tous deux pleurant des larmes de joie et de soulagement. Les autres victimes s'étreignaient, certaines tombant à genoux en signe de gratitude, d'autres restant simplement debout, laissant les larmes couler librement, enfin libérées du cauchemar qui durait depuis des années. Mais le juge Lambert n'avait pas encore terminé. Il marcha de nouveau jusqu'à l'endroit où se trouvait Isabelle, et cette fois, il tenait quelque chose dans ses mains. C'était une médaille spéciale du tribunal, rarement décernée, conservée dans une boîte de velours rouge. « Isabelle Duval », dit-il formellement, sa voix résonnant de solennité,
en reconnaissance de votre courage extraordinaire, de votre quête inébranlable de la vérité, et pour avoir restauré l'honneur et la justice dans ce tribunal, je vous décerne la médaille du mérite civil. Vous n'avez pas seulement sauvé votre père, vous avez sauvé 15 autres innocents. Et plus que ça, vous m'avez sauvé. Vous avez sauvé mon âme, ma foi, et apparemment mes jambes aussi. L'audience rit et pleura en même temps, un mélange d'émotions qui se produisait rarement dans un tribunal. Le juge Lambert passa la médaille autour du cou d'Isabelle et lui embrassa le front avec une tendresse paternelle. « Tu es un exemple pour nous tous, petite. Ne laisse jamais personne te dire qu'une seule personne, aussi jeune ou petite soit-elle, ne peut pas changer le monde. Tu as prouvé aujourd'hui que tu le pouvais. Tu as changé mon monde. Tu as changé le monde de ton père. Tu as changé le monde de 15 innocents. Et tu as changé le monde de tous ceux qui sont ici et de millions d'autres qui entendront cette histoire. » Isabelle regarda la médaille, puis le juge, ses grands yeux brillants de larmes de bonheur. « Je voulais juste récupérer mon papa, » dit-elle simplement. « Mais je suis contente que vous puissiez remarcher. Je savais que ça arriverait. »« Comment le savais-tu » demanda le juge Lambert, véritablement curieux, s'agenouillant à nouveau pour être à la hauteur de la fillette. Isabelle sourit avec cette sagesse que les enfants possèdent parfois et que les adultes perdent. « Parce que j'y ai cru, et quand on y croit vraiment, et quand on cherche ce qui est juste, les choses impossibles deviennent possibles. Ma mère m'a toujours dit que la foi peut déplacer des montagnes. Aujourd'hui, elle a déplacé vos jambes. » C'étaient des mots profonds venant d'une enfant, mais ils contenaient une vérité que tous dans le tribunal sentirent dans leur cœur. Le juge Lambert acquiesça, acceptant la sagesse qui venait de cette petite source. Il se releva, aidant Isabelle à se lever aussi. Il retourna une dernière fois à son estrade et frappa de son marteau. Cette audience est levée. Justice a été rendue aujourd'hui, non seulement pour Romain Duval et les autres victimes, mais pour nous tous. Que ce jour serve de rappel que la vérité prévaut toujours, peu importe le pouvoir que les corrompus peuvent avoir, et que l'amour, le courage et la foi d'une enfant peuvent déplacer des montagnes, et même rendre l'impossible possible. Les applaudissements furent assourdissants et durèrent plusieurs minutes. Le juge Lambert descendit de son estrade et sortit du tribunal sur ses propres jambes, chaque pas une célébration de la vie et de la justice. Isabelle et Romain marchèrent à ses côtés, unis par une expérience qui changerait leur vie pour toujours. Maître Dubois les accompagnait, essuyant encore des larmes de joie. À l'extérieur du tribunal, des dizaines de journalistes entourèrent le juge Lambert. Les caméras de télévision de tout le pays diffusaient en direct. « Comment expliquez-vous ce qui s'est passé » demandèrent-ils. « Est-ce médicalement possible » Le juge Lambert réfléchit un moment avant de répondre, choisissant ses mots avec soin. « Il y a des choses dans ce monde que la science ne peut pas encore expliquer complètement. Je pourrais parler de récupération neurologique spontanée ou de rémission inexpliquée. Mais la vérité est plus simple et plus profonde que cela. Quand vous cessez de lutter contre la vie, quand vous embrassez la vérité et la justice de tout votre être, votre corps répond. Le corps et l'âme ne sont pas séparés, ils ne font qu'un. Et quand vous guérissez l'un, vous guérissez l'autre. « Et la fillette ?» demanda un autre journaliste. « Vous a-t-elle vraiment fait marcher ?» Le juge. Lambert regarda Isabelle qui se tenait à côté de son père, souriant avec cette pure innocence. Elle m'a donné quelque chose de plus précieux que la capacité de marcher. Elle m'a donné l'espoir. Et avec l'espoir, toutes les autres choses deviennent possibles. Elle m'a montré qu'il existe encore une bonté pure dans ce monde, qu'il existe encore un courage authentique, qu'il vaut encore la peine de se battre pour ce qui est juste. Dans les jours qui suivirent, l'histoire se répandit dans toute la France puis dans le monde entier. C'était l'histoire du courage, de la justice, d'un miracle qui défiait toute explication. Les vidéos du moment où le juge Lambert se leva de son fauteuil roulant furent vues par des millions de personnes sur toute la planète. Fernand de Courcy, le député Paul Martin et le commissaire Gustave Bernard furent jugés et condamnés à de longues peines de prison. Des dizaines d'autres personnes impliquées dans la conspiration furent également arrêtées dans les semaines suivantes. Romain retourna à sa vie, mais maintenant en tant que héros national. Il reçut des offres d'emploi d'entreprises de tout le pays,
mais choisit d'ouvrir son propre cabinet de conseil spécialisé dans la détection de fraude d'entreprise. Sa première action fut d'embaucher les 15 autres victimes qui avaient été innocentées, leur donnant une seconde chance de reconstruire leur vie professionnelle. Isabelle retourna à l'école où elle fut traitée comme une célébrité par ses camarades. Mais elle resta humble, utilisant sa notoriété pour parler de l'importance de la vérité et de la justice. Elle commença à visiter des écoles, partageant son histoire et encourageant d'autres enfants à toujours défendre ce qui est juste. Et le juge Lambert continua à servir en tant que juge, mais marchant maintenant dans les couloirs du tribunal sur ses propres jambes. Chaque matin, en se levant de son lit et en posant les pieds sur le sol, il ressentait une gratitude profonde qu'il n'aurait jamais cru possible. Il devint un ardent défenseur des réformes du système judiciaire, travaillant sans relâche pour s'assurer qu'aucun autre innocent ne soit victime de conspirations comme celle-là. 6 mois après le procès historique, le juge Lambert organisa une réunion spéciale avec les 15 victimes qui avaient été innocentées. Ce fut une rencontre émouvante dans un salon d'honneur du tribunal où chaque personne partagea comment sa vie avait changé depuis que la vérité avait éclaté. Certains avaient reconstruit leur carrière avec encore plus de succès qu'auparavant. D'autres avaient trouvé une nouvelle paix dans des chemins différents, se consacrant à des causes sociales ou au travail communautaire. Mais tous partageaient une profonde gratitude pour la fillette de 10 ans qui avait eu le courage de défier tout un système. Lors de cette réunion, décorée de fleurs et de photographies documentant leur parcours, Isabelle fit un discours. Bien qu'elle n'ait que 10 ans, ses paroles portaient une sagesse qui toucha toutes les personnes présentes. J'ai appris que la vérité est la chose la plus puissante au monde. Plus puissante que l'argent, plus puissante que le pouvoir politique, plus puissante que tout. Et j'ai appris que n'importe qui, aussi petit soit-il, peut défendre la vérité s'il a assez de courage. Elle regarda son père, puis le juge Lambert qui se tenait à ses côtés, et enfin toutes les autres victimes qui étaient devenues sa famille élargie. Nous sommes tous plus forts que nous ne le pensons. Nous pouvons tous faire des choses impossibles lorsque nous nous battons pour ce qui est juste. Et nous avons tous le pouvoir de guérir, non seulement nos corps, mais nos âmes et les âmes des gens qui nous entourent. L'amour est plus fort que la peur, la vérité est plus forte que le mensonge, et l'espoir est plus fort que le désespoir. Les applaudissements furent chaleureux et sincères, accompagnés d'étreintes collectives et de quelques larmes de joie supplémentaires. Et à ce moment-là, tous comprirent qu'ils avaient fait partie de quelque chose de vraiment extraordinaire. Pas seulement un procès ou une révélation de corruption, mais une histoire sur le pouvoir de la foi, de l'amour et de la vérité qui transcendait le juridique et touchait l'humain à son niveau le plus profond. Le juge Lambert conclut la réunion avec ses propres mots, sa voix chargée d'émotion, mais aussi d'un espoir renouvelé. Il y a 1 an, j'étais prisonnier d'un fauteuil roulant, prisonnier de mon cynisme, prisonnier de mon incrédulité, que la justice signifiait encore quelque chose. Isabelle m'a libéré de toutes ces prisons. Elle m'a montré que les miracles se produisent quand on y croit, que la justice prévaut quand on se bat pour elle, et que l'amour d'une fille pour son père peut littéralement déplacer des montagnes. Il fit une pause, regardant chaque visage présent. Mais plus important encore, elle m'a appris que mon travail de juge n'est pas seulement de punir les coupables, mais aussi de guérir les blessés, de restaurer non seulement les noms et les réputations, mais l'espoir et la foi en l'humanité. À partir d'aujourd'hui, j'ai créé un fonds spécial avec une partie de mon indemnisation dans cette affaire. Ce fonds aidera d'autres victimes d'injustice à reconstruire leur vie, à avoir accès à des avocats compétents et à ne jamais renoncer à se battre pour la vérité. L'histoire d'Isabelle, de Romain et du juge Lambert devint une légende. Elle fut racontée et redite dans des livres, des documentaires, des articles et des conversations de dîners dans tout le pays. Elle inspira d'innombrables personnes à ne jamais renoncer à la vérité, à toujours se battre pour la justice et à croire que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut prévaloir. 1 an après le procès, une statue fut érigée devant le palais de justice de Paris. La statue montrait le juge Henri Lambert faisant ses premiers pas hors de son fauteuil roulant, avec Isabelle Duval à ses côtés lui tenant la main. À la base de la statue, une plaque disait « En mémoire du jour où la foi déplaça des montagnes
et où la justice prévalut. N'oublions jamais que la vérité triomphe toujours. Et chaque fois que le juge Lambert marchait dans les couloirs du tribunal, passant devant cette statue, il pensait à la promesse impossible d'une fillette de 10 ans, une promesse qu'elle avait tenue d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Elle ne l'avait pas seulement fait remarcher, elle l'avait fait revivre. Elle avait restauré non seulement ses jambes, mais son âme, son but, sa raison d'être. Et dans les nuits tranquilles, lorsqu'il réfléchissait à tout ce qui s'était passé, le juge Lambert arrivait toujours à la même conclusion. Parfois, les plus grands miracles sont enveloppés dans les plus petites personnes. Et parfois, juste parfois, quand on y croit vraiment, l'impossible devient simplement un mot vide de sens.